Alors, bonjour à tous, je pense qu'on est en direct. Bienvenue dans cet atelier donc consacré au développement, d'applications, Fiori offline, sur mobile par Pfeiffer Vacuum. Je voulais très rapidement faire une introduction sur les différents acteurs qui sont intervenus sur ce projet parce que vous voyez, il y a pas mal d'intervenants, donc pour que ce soit, bien clair pour tout le monde avant de passer aux présentations, individuelles. Donc moi je suis, d'Invarture, donc nous on représente, Neptune Software en France. Donc Heavy Software, c'est donc l'éditeur de la plateforme de développement que vous allez voir, qui est un éditeur norvégien. Donc nous, on les représente en France et on anime la communauté de partenaires et notamment de partenaires intégrateurs comme HRC Consulting, qui est donc intervenu sur ce projet auprès de notre client, à tous les deux, qui est donc Pfeiffer Vacuum, qui va vous faire ce petit retour d'expérience. Voilà, donc j'espère que c'est un peu plus clair. Avant de passer aux présentations individuelles des intervenants, un petit point sur le chat. Normalement, en bas à droite, vous avez un chat qui va vous permettre de poser des questions au fur et à mesure de la présentation, auxquelles on répondra en fin de session. Voilà, pour faire un petit essai et le temps que peut-être d'autres personnes arrivent, si on peut faire un petit test, un petit sondage. Est-ce que vous avez déjà un projet Fiori en cours de développement? Est-ce que vous avez déjà fait du Fiori au sein de votre entreprise ou pas encore? Juste oui ou non dans le chat. Essayez pour voir si tout fonctionne bien. Et sur ce, donc je vais laisser la main aux intervenants de HRC Consulting et de Pfeiffer Vacuum pour le reste de la présentation. Donc merci à tous et puis très bon atelier. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Pierrick Loubier, je suis en charge des solutions de services digital pour le groupe Pfeiffer Vacuum. Bonjour, je suis Philippe Maillard, je fais partie de l'équipe de Pierrick Loubier et je m'occupe de développer les solutions. Bonjour, Cyril Vernet, je suis directeur associé d'HRC Consulting et j'ai une casquette d'architecte SAP et j'ai accompagné du coup Pfeiffer sur la mise en place de ce projet. Alors Philippe, je pense que vous pouvez partager votre écran et puis poursuivre. Pour démarrer, quelques mots concernant Pfeiffer Vacuum pour bien situer le contexte de ce projet. Donc, nous sommes un des acteurs du vide. Nous créons des solutions et nous supportons des solutions qui permettent de créer des procédés de fabrication sous vide. Nous fêtons cette année notre 130e anniversaire. Notre chiffre d'affaires consolidé est de plus de 630 millions d'euros. Nous avons plus de 3200 collaborateurs répartis sur l'ensemble des continents. Et nos implantations sont au plus près de nos clients, essentiellement donc sur l'ensemble des continents, mais essentiellement sur l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie du Sud-Est. Nous sommes aujourd'hui numéro 2 sur l'ensemble des solutions du vide et nous intervenons sur 5 marchés. Ces marchés sont l'analytique pour démarrer, donc essentiellement une présence dans les laboratoires, l'équipement d'appareils de mesure. Au niveau de la R&D, nous intervenons sur la recherche fondamentale et la recherche appliquée, aussi bien auprès des acteurs privés que des acteurs publics. Nous intervenons également dans l'industrie, pour tout ce qui est énergie électrique, la biochimie, la pharmaceutique également. Le dépôt sous vide, avec le support à la fabrication d'écrans plats, de panneaux photovoltaïques et de verre architectural. Et enfin, et c'est sur ce marché précisément que nous allons faire un focus, le semi-conducteur, où nous aidons les plus gros acteurs que vous connaissez tous, qui sont dans vos poches ou sur vos bureaux, pour fabriquer des puces et des mémoires. Donc pour cela, nous avons toute une gamme de produits qui permettent de créer du vide à partir des pompes, mais également de mesurer la qualité avec des instruments de mesure, de détecter des fuites, des défauts d'étanchéité et de procéder également à des diagnostics de contamination avec des systèmes un peu plus complexes qui permettent d'analyser l'ensemble des molécules. Donc notre enjeu, c'est aujourd'hui d'arriver à associer un volume de données conséquent, très important, et de réconcilier les données du produit et du service. Donc les données du produit sont bien évidemment générées au sein de nos ateliers quand nous fabriquons, et les données du service sont, elles, fragmentées, disséminées dans nos différents centres de services et également chez nos clients, puisque nous avons une activité
de services avec des ingénieurs sédentaires au sein des fabrications de nos principaux clients. Donc, tout notre enjeu, tout notre challenge consiste à arriver à regrouper ces données, les contextualiser pour renforcer la performance et la qualité de nos produits et délivrer un meilleur service à nos clients. Pour cela, donc, nous avons créé un ensemble de solutions qui sont regroupées sous l'emblème ou sous la marque Argos Digital Network, donc avec une référence à la mythologie grecque, Argos étant le dieu qui a 50 yeux qui surveillent et 50 yeux qui sommeillent pour prévoir le futur. Et ce sont donc un ensemble de solutions modulaires qui permettent de gérer la base installée, de faire des enregistrements en situation de mobilité. C'est ce que Philippe va vous détailler un peu plus juste après. Une solution qui se décline au travers d'un portail qui est global à l'ensemble de nos clients. C'est vraiment une solution sous forme de plateforme. Un accès au suivi des réparations. Tous les actes qui sont réalisés dans nos ateliers sont traçables et auditables au travers de la plateforme. Et nous sommes en train de travailler maintenant sur l'aspect prédictif afin d'anticiper et de renforcer la performance des produits. Donc, je vous ai parlé du marché des semi-conducteurs, un peu plus, quelques chiffres ou un seul chiffre peut-être à retenir. Un marché avec un potentiel énorme. On parle de plus de 400 milliards de dollars cette année, avec une croissance qui est toujours très très forte malgré la période délicate. La projection est de 3% cette année en croissance et de 6% l'année prochaine. Donc, une économie toujours très dynamique, avec une course à la finesse de gravure qui stimule l'innovation chez nos clients et donc des processus de fabrication qui se complexifient au fur et à mesure et qui challenge la robustesse de nos produits et la qualité du vide que nous produisons. Donc, pour mieux accompagner nos clients, on a un ensemble de challenges ou une équation à résoudre qui est la combinaison d'historique de plusieurs décennies parfois, puisque certains de nos produits durent chez nos clients jusqu'à 12, 15 ans. Une expertise qui est répartie mondialement avec des centres de réparation qui sont vraiment sur l'ensemble des continents. Des effets d'échelle qui sont assez importants puisque nous avons plusieurs centaines de produits sur chaque site client. Et le challenge du offline, puisque la protection de la propriété intellectuelle de nos clients impose de couper toute communication réseau lorsque nous intervenons chez eux. Juste avant de passer la main à Philippe, le cas d'usage de manière assez globale. Donc, nos field service engineers, vous entendrez le terme FSE, nos ingénieurs terrain, sont équipés de smartphones, récupèrent le contexte du client depuis le RP, font un téléchargement en fait du contexte du client, de sa base installée, de son historique, également des paramètres qui sont configurés dans nos produits. Ensuite, notre ingénieur terrain va pouvoir consulter et éditer, enrichir les données en mode déconnecté chez le client et réconcilier ces données, ces éléments, lorsqu'il retrouve la communication réseau. Au niveau de l'application mobile, donc, nous avons décomposé une application en 5 grandes fonctionnalités. La première, c'est la gestion du parc. Donc, c'est le suivi des produits installés chez le client. Ensuite, on gère les mouvements de produits. Donc, c'est l'enregistrement des installations et des installations de produits. La partie synchronisation, qui, elle, gère dans cet ordre l'envoi à l'ERP des données enregistrées en mode offline dans le téléphone, puis envoie une demande de traitement de ces données par l'ERP en mode back-end. Une fois que la réconciliation des données est terminée, le FSE va pouvoir choisir le client et les sites à charger de nouveau dans le téléphone, les sites mis à jour. Il va récupérer ces données et il va pouvoir retravailler de nouveau.
Une autre fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle les backups. Ce sont les produits qui sont stockés sur le site client en attente d'utilisation. Et une dernière fonctionnalité, ce sont les réglages recommandés. Donc, ce sont les derniers réglages que le technicien sur site réalise au moment du démarrage d'une pompe et qui dépendent d'un certain nombre de critères. Donc, on guide le technicien pour la gestion de ces réglages. Je vous propose une petite vidéo qui va vous montrer un petit peu comment fonctionne l'application avec un technicien. Donc, on a une seule application pour le moment qui est dédiée au FSE, donc qui sont les techniciens sur site client. C'est ce qu'on voit au niveau de la tuile ici qui s'appelle menu FSE. Une fois que le technicien clique dessus, il arrive à un menu. Donc le menu, il reprend un petit peu trop vite. Donc il reprend les 5 fonctionnalités qui sont regroupées par thème. Donc on retrouve là, en haut à gauche la partie synchronisation, donc qui me donne avec une information de date et heure de dernière synchronisation et le nombre d'erreurs de réconciliation en cas de souci. Une autre tuile qui gère la partie information des produits installés. On retrouve les événements ensuite, la liste des backups, et puis on a aussi une petite fonctionnalité d'accès à de la documentation en ligne, mais c'est uniquement en mode connecté. Donc on n'en parlera pas tellement aujourd'hui. Donc la première action que va faire le technicien, c'est synchroniser les données. Donc on lui propose d'abord une liste de clients auxquels il a accès. Une fois qu'il a choisi son client, il retrouve la liste des sites ou les fabs qui lui sont associés. Il choisit un ou plusieurs sites à synchroniser. Et à partir de ce moment, la demande de récupération des données est lancée. Voilà. Un petit message pour dire que toutes les données sont prêtes. Et le technicien peut alors passer en mode déconnecté chez le client et retravailler simplement, accéder aux données et les mettre à jour. Donc la première utilisation sur le terrain, c'est la tuile information produit installé. Donc ici, on a 3 options. Donc on retrouve les informations de base des produits. Je vois que j'ai 62 produits qui sont installés. Je peux également aussi encoder les tags NFC qui sont collés sur les produits. Et je peux accéder aussi aux paramètres recommandés, donc les derniers réglages, une fois que j'ai choisi un produit à installer. Donc là, typiquement, on va aller lire les informations d'un produit. Donc le technicien clique là. Ensuite, active le mode de lecture NFC sur le téléphone, lit le tag et arrive sur un écran qui lui présente un certain nombre d'informations qui sont elles aussi regroupées par thème. Donc on va retrouver 4 onglets. Le premier onglet s'appelle Information. On retrouve des données de localisation du produit sur le site client. Et on retrouve les informations de base, quel type de produit, depuis quand il a été installé. Ensuite, on va retrouver le second onglet, les paramètres recommandés. Donc, ce sont les fameux réglages. En vert, je retrouve la valeur que le technicien a saisie lors de l'installation et en dessous, la valeur qui est préconisée. Ça permet tout de suite de vérifier si on a des écarts. Ensuite, on peut retrouver un onglet sur l'historique de la pompe. Donc, on va retrouver les événements d'installation et de désinstallation du produit. Bon, là, il se trouve qu'on en a un seul, mais ils sont dans l'ordre décroissant. Et un dernier onglet assez intéressant pour le technicien sur des données de maintenance. Donc là, il peut vérifier que le produit tourne depuis environ 2000 heures, que la fréquence de maintenance, c'est tous les 1080 jours. Donc la prochaine maintenance sera à telle date, et il lui reste tant de jours avant d'intervenir sur le produit.
Donc après, on renavigue en arrière sur les différents écrans jusqu'au menu. Et là, on peut s'intéresser pour le technicien au backup. Il choisit le site client, de nouveau, et là, il obtient une liste des produits qui sont disponibles pour être installés et qui sont regroupés par famille produit. En cliquant sur un des produits, il va obtenir un certain nombre de détails, notamment la date de mise en stock du produit pour gérer son FIFO. Voilà, pareil, on navigue en arrière. Au niveau des événements, c'est la troisième fonctionnalité, on a deux possibilités. Soit on enregistre en cliquant sur la tuile de gauche un nouvel événement, on part de zéro. Soit on peut aussi accéder à la liste des événements qui sont déjà enregistrés dans le téléphone et qui n'ont pas encore été synchronisés avec le RP, où là, on peut éventuellement modifier un certain nombre d'informations avant de les retourner au back-end. Voilà pour la partie application. Au niveau des retours utilisateurs sur le pilote, donc on a fait un pilote qui a démarré en Europe et en Asie. Donc on vous a laissé des petites bulles des retours d'expérience des techniciens. Donc un point important, c'est notamment sur la synchronisation des données. Un exemple, quand on synchronise des informations de 1000 produits, on récupère à peu près 50 champs par produit et ça se fait dans un temps de moins de 30 secondes. Donc c'est tout à fait acceptable pour le technicien. C'est vraiment rapide et ils ne perdent vraiment pas de temps. Donc un point qu'ils ont particulièrement apprécié également, c'est le fait d'avoir des tags NFC pour identifier les produits assez facilement et éviter les risques d'erreurs de saisie. Le mode offline qui leur permet de travailler directement sur le site client, donc plus besoin de noter et de ressaisir dans SAP le soir. Les saisies qui sont limitées parce qu'on utilise beaucoup de listes déroulantes. Les données des produits qui sont regroupées par thème, donc ça simplifie aussi essentiellement la saisie. Et puis une navigation entre les écrans qui est plutôt efficace et intuitive. Je vais laisser Cyril vous parler de l'architecture. Merci Philippe. En parallèle, j'en profite pour rappeler aux spectateurs de ne pas hésiter à poser les questions dans le chat et on essaiera d'y répondre le mieux possible en fin de séance. D'un point de vue architecture, vous l'avez compris, on a mis en place une solution et donc des applications disponibles à la fois sur des terminaux Android, donc en l'occurrence un device Honeywell, et des terminaux Apple, donc des iPhones. Les accès au système de Pfeiffer sont sécurisés par un accès VPN et la plateforme Neptune Software, est utilisée pour construire ces applications, gérer l'ensemble des tuiles et gérer toute l'interaction avec SAP. Une installation simple sur le système d'SAP. Comme vous voyez dans le petit graphe à droite, on a un système SAP, un ECC, on installe Neptune Software, on a développé des applications, tout est hébergé sur ce même système et va permettre du coup une mise à disposition d'applications à la fois disponibles pour Android et Apple, et avec la gestion du offline, comme on a pu le voir précédemment, et l'intégration de lecture et d'écriture de tags NFC. Donc là encore, sur cet aspect architecture, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez en savoir plus, que ce soit sur l'ensemble des briques, sur la partie développement, administration, sur l'aspect autorisation, sur la gestion du offline, c'est souvent un point dur, la gestion du offline, sur l'intégration du NFC. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Au niveau du retour d'expérience, donc au niveau des points forts et des réussites, on peut noter un point très intéressant, c'est la facilité d'appropriation de la solution Neptune. On a pu la tester gratuitement. On a une communauté autour de Neptune qui est active et il y a beaucoup de modèles et d'exemples, y compris en offline, qui sont mis à disposition pour bien comprendre le code. Au niveau de la conduite du projet, on est parti sur une priorisation par la valeur et on a eu une forte implication des managers pour favoriser l'adhésion des utilisateurs. Ça, c'était un point vraiment essentiel.
Au niveau de la compréhension du besoin par Invarture, donc ce sont eux qu'on a rencontré les premiers et qui nous ont mis en relation ensuite avec HRC Consulting. Donc les points forts, on a eu une approche collaborative et agile. On a pu faire un POC, donc un Proof of Concept, un test très rapidement et ça a bien motivé le projet. On a mené conjointement des ateliers de design. On a co-réalisé les applications. HRC s'est occupé de la partie transfert de compétences pour faciliter la maintenance. Et puis, on a eu un apport d'expertise indéniable de leur part, du conseil et de la disponibilité. Au niveau des points de vigilance, donc pour nous, il faut bien identifier la cible parce qu'il y a un impact, par exemple, sur les licences Apple et le mode de déploiement qui ne se passe pas du tout de la même manière qu'avec Android. Il faut bien penser à intégrer les équipes infrastructures, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de la flotte des terminaux, et l'accès au réseau pour la partie VPN, et puis la partie gestion des devices et déploiement de l'application dans les devices. L'application, elle est cross-platform, mais au niveau des fonctionnalités, notamment le NFC, ça dépend du socle, donc Apple, Android, et ça dépend aussi de développeurs tiers qui gèrent les plugins. Donc il faut être assez vigilant de ce côté-là et bien savoir ce qu'on veut faire. Le mécanisme de synchronisation, il faut bien penser à l'anticiper parce qu'il va y avoir une gestion de conflits à mettre en place. Chez nous, c'était relativement simple parce qu'on n'a pas tellement de redondance de techniciens. Et donc, à part une erreur de saisie de numéro de série ou de choses comme ça, on a très très peu de conflits. Mais ça peut vite prendre beaucoup de temps et gérer beaucoup de code. Et puis, on a passé aussi beaucoup de temps sur le choix des tags NFC en fonction des contraintes environnementales. Nous, il nous fallait par exemple des tags anti-métal, puisque nos produits sont en métal, et puis résistants à la chaleur, puisqu'on est dans un environnement relativement chaud. Philippe, j'en profite pour Oui, répondre à une question d'Hervé Couteau au sujet du NFC, oui. puisqu'on est sur le sujet. Donc Hervé nous demande quel outil de développement avons-nous utilisé pour développer la partie NFC. En fait, du coup, on utilise un plugin Cordova. C'est-à-dire que Ouais. Neptune permet d'ajouter des plugins, donc un plugin Cordova qui permet de gérer à la fois la lecture et l'écriture du tag NFC. Et comme le précisait Philippe, sur d'anciennes versions d'iPhone, l'ancienne version d'iOS, seule la lecture était autorisée, ce qui a évolué depuis. Et effectivement, il y a des petites différences de fonctionnement sur la partie iOS versus Android, de la même façon qu'il y a plusieurs façons d'encoder du NFC, il y a plusieurs règles d'encodage de NFC. Donc ça, c'est des choses à appréhender et à décider avant de se lancer dans le sujet du NFC. Et autre point également, Philippe le mentionnait, sur la partie tag NFC, là on est sur du matériel et ça peut paraître anodin, mais il y a eu un travail pour identifier des fournisseurs, vérifier les contraintes environnementales en termes de chaleur, en termes de format, de collage. Et donc, ça peut prendre un certain délai d'interagir avec les fournisseurs avant de trouver le bon matériel et de pouvoir avoir le tag avec le logo Pfeiffer dessus dans la dimension souhaitée, qui respecte et en tout cas qui répondent aux contraintes en particulier de chaleur, vu que en fait ces tags sont collés sur les pompes. Donc Hervé, n'hésitez pas à m'indiquer si ces éléments répondent à votre question, si vous avez besoin d'éléments complémentaires. Et si vous le souhaitez, on peut vous partager le plugin utilisé pour cette gestion de NFC. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions maintenant que nous en avons terminé avec la présentation? Alors, il y a un petit délai au niveau des questions, hein, donc Oui. peut-être qu'on Je vais arrêter peut. de je vais stopper le partage d'écran, peut-être. Et Voilà, donc puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en bas à droite. Peut-être en attendant, on peut discuter de pourquoi Neptune, tout simplement, au niveau du contexte. Est-ce que vous faisiez déjà du Fiori? Est-ce que vous étiez déjà familier de ce genre de développement? Du coup, pourquoi cette solution-là et pourquoi avec HRC? Peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus.
Philippe et Pierrick, vous m'entendez? Je crois que Philippe est Oui. figé. Je vais prendre la question. Non, c'était notre première réalisation Fiori. Et clairement, ce qui nous a guidés vers le choix de la solution, c'est la contrainte du offline. Il nous fallait une solution qui prenne en charge le mode déconnecté et quelque chose on ne voulait pas réécrire cette gestion-là. Donc, il était indispensable pour nous d'avoir une interface native avec le back-end qui prenne en charge ce mode déconnecté et permette surtout la réconciliation propre des données en production. Juste pour ajouter, on avait aussi fait des tests avec d'autres solutions et les tests n'ont pas été, les résultats n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. D'accord, bah, c'est très clair. Alors, aussi tout simplement, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en termes de nombre d'applications, ou de tuiles, ou de nombre d'utilisateurs, et qu'est-ce que c'est votre roadmap? Est-ce que vous allez vers peut-être plus d'applications, l'étendre à d'autres domaines peut-être euh, que, que ce qui a été présenté aujourd'hui? Alors, je vois qu'on a une question de Mathilde Juste Régnier. Ouais, quels ont été les délais du projet? Alors, le projet s'est décomposé en plusieurs parties. Si on parle de développement pur, on est dans un délai d'à peu près 3 mois, qui est quelque chose d'extrêmement rapide. Après, si on veut parler de toutes les étapes du projet, on a commencé il y a un petit peu plus d'un an, 1 an et demi. Et il a fallu bien décortiquer le sujet, travailler sur la partie tag NFC, qu'est-ce qu'on voulait faire exactement, où était le pilote, et ainsi de suite. Donc, dans sa globalité, on va dire 18 mois. Ce qui est important de rappeler, c'est que dans le cadre d'un projet mobilité, là, on vous a présenté principalement l'applicatif, mais il y a le choix du matériel. On a parlé rapidement du NFC, mais également Voilà. des terminaux mobiles. Il y a la partie MDM, comment vous allez gérer vos flottes de devices. Il y a l'aspect sécurisation, c'est-à-dire que le VPN n'est pas toujours en place. Les accès à l'externe d'un système SAP ne sont pas toujours en place. Le HTTPS n'est pas toujours en place. Et du coup, même si l'applicatif peut être fait dans un délai relativement court, quand on commence la mise en place d'applications mobiles, il y a toutes les autres briques à adresser. Pfeiffer a également la particularité d'avoir une partie de l'informatique en France, une partie en Allemagne. Donc du coup, ça met aussi des échanges supplémentaires. Mais c'est vrai que la partie applicative était relativement rapide et je pense, je laisserai Philippe et Pierrick me corriger si je me trompe, mais je pense que le fait d'avoir pu faire un POC très tôt avec la solution sur leur système dès le mois de juin a été un vrai accélérateur. L'avantage de cette solution, c'est qu'on a pu l'installer, la tester dans l'environnement Pfeiffer, vérifier un certain nombre de points et faire des démonstrations rapidement au business et du coup convaincre de l'intérêt d'aller dans cette direction. Oui, très clairement. Alors, c'est également un aspect sur lequel on voulait insister, et c'est ce que vous retrouverez dans la slide des points de vigilance. On a vraiment on a buté sur des difficultés d'infrastructure pure et dure que nous avions mal anticipées, malheureusement. Et si quelque chose était à refaire dans l'approche de ce projet, c'est probablement là qu'on mettrait un focus un peu plus fort dès le départ. On s'est focalisé en fait sur la gestion des données et sur les fonctionnalités, sur la qualité des écrans, alors qu'en fait le développement s'est déroulé de manière assez fluide et c'est au moment du déploiement qu'on a pris un très gros retard. Donc on a eu environ 6 mois avant de pouvoir arriver à déployer de manière fluide et répétable, puisque nous avons donc des infrastructures différentes sur l'ensemble de nos sites. Alors, je vais prendre en parallèle une autre question qui a été posée sur le nombre d'utilisateurs. Donc, le nombre d'utilisateurs aujourd'hui, c'est une dizaine de Field Service Engineers qui utilisent nos solutions donc chez un client en Europe et un autre client en Asie. L'idée pour nous était d'arriver à avoir des retours sur l'intuitivité de l'interface, donc sur des cultures différentes, européennes et asiatiques, et d'avoir aussi des contextes de mise en œuvre technique qui soient différentes, puisque les solutions réseau que nous utilisons sur nos sites sont adaptées à la taille de l'entité.
La question d'Hervé Couteau concernant le ROI. Alors malheureusement, ces données-là, on ne peut pas vous les communiquer dans la mesure où il s'agit d'une offre commerciale aujourd'hui. Donc, bien évidemment, en termes de productivité interne, nos ingénieurs terrain s'y retrouvent. C'est un outil qui est censé faciliter leur saisie et le feedback sur les opérations qui sont réalisées chez les clients. Mais dans le calcul du ROI, il y a bien évidemment un aspect commercial qui entre en jeu. Et nous ne pouvons pas donner d'éléments là-dessus. Je vois qu'il y a une autre question sur les flottes d'appareils de mobilité. Donc aujourd'hui, nous avons deux solutions, deux MDM différents. Un qui s'appelle BlackBerry Enterprise Server, qui gère notamment les devices Samsung, et l'autre qui est Mobile Iron pour les devices Apple. Tout cela est censé migrer vers Intune, la solution Microsoft. Et donc, nous nous apprêtons à adapter la connectivité de nos équipements et la manière de télédistribuer. Je crois que j'ai balayé toutes les questions. C'est plus difficile d'avoir des questions en distance comme ça, en distanciel, sans avoir les gens face à désigner personne. Et difficile de savoir si la réponse a été satisfaisante, hormis les petits pouces. Donc merci pour les commentaires. C'est vrai que ça manque un peu d'interaction. Alors peut-être, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais j'avais parlé peut-être de la roadmap, ou Cyril, s'il y a des choses qui sont prévues d'étendre peut-être à d'autres modules, enfin, ou d'autres domaines SAP ou d'autres clients. Voilà, c'est quoi vos projets pour l'avenir avec Neptune et voilà. Alors, autres clients, oui, assurément, probablement en Europe. Pour l'instant, on ne peut pas en dire plus, mais disons que l'essai est concluant. Donc, il est bien évidemment question de déployer de manière plus massive et plus intensive. En termes d'application, un de nos enjeux va être très prochainement probablement de diversifier les sources de données. On a aujourd'hui une connexion à SAP. Nous sommes en cours de migration S4HANA également, donc il faudra s'adapter à cette nouvelle connexion, et probablement on va chercher à se connecter à d'autres moteurs de base de données, notamment du SQL Server et du MySQL. Et là, je crois que Neptune 9 apporte quelques évolutions significatives en la matière. Oui, tout à fait. Parce que là, on a parlé de pur SAP, mais peut-être, Cyril, tu veux dire un mot sur la plateforme Neptune, qui permet à la fois de gérer du pur SAP et de se connecter à d'autres environnements. Effectivement. Donc effectivement, Neptune offre deux solutions. Une première qui s'appelle Planet 8, qui est une solution centrée sur SAP qu'on a utilisée dans le cas présent, et la solution évoquée par Pierrick à l'instant, qui est Planet 9, qui est une solution du même éditeur, mais qui permet d'accéder à des systèmes SAP et non SAP, tout simplement en exploitant des API REST. Effectivement, c'est une étude en cours pour voir si on pourrait adresser du coup d'autres systèmes tout en en capitalisant sur la connaissance de la partie front. Si je peux me permettre, peut-être même que ça vous intéressera, Philippe et Pierrick, il y a un webinaire qui est organisé par Neptune directement la semaine prochaine sur ce sujet, avec une démo de leur propre système S4HANA à l'éditeur Neptune, et l'intégration avec leur S4HANA, Planet 9 et Salesforce. Donc, comment est-ce qu'ils ont réussi à combiner tout ça sur le même portail, en fait, hein, avec la technologie Neptune, qui leur a permis de combiner différentes sources de données. Je me permets de mettre dans le chat, pour ceux que ça peut intéresser, peut-être le lien. Donc, c'est organisé par Neptune, donc ce sera en anglais. Hein. Et autre point, Pierrick indiquait qu'il y avait une migration S4. Là aussi, un élément à noter, c'est que la solution mise en place est compatible S4. C'est-à-dire que quand
le système sera migré de CC6 à S4, les applications pourront continuer à vivre leur vie. Il n'y aura pas besoin de refaire l'ensemble des applications. C'est aussi un élément important de pouvoir commencer des applications mobiles dès un système ECC, mais tout en pouvant les conserver après une migration vers S4. Nous avions laissé un temps certain pour les questions, mais finalement, il y a peu de questions. Il reste du monde en ligne. On voit qu'il y a une quinzaine de personnes qui sont toujours présentes. Et peu de questions. En principe, on a toujours une petite question sur le offline. Après, vous pouvez prendre l'initiative de discuter du offline. Donc, c'est vrai que c'est un sujet un peu qui est assez crucial quand on parle de développement Fiori, c'est cette partie offline. Peut-être vous pouvez présenter les Comme pratiques. l'indiquait Pierre tout à l'heure, c'est vrai que c'est un critère décisif de pouvoir gérer cette partie offline, donc ce mode déconnecté grâce à la plateforme Neptune, et chose importante, sans une architecture complexe, c'est-à-dire sans middleware supplémentaire. C'est-à-dire que la seule installation de Neptune sur SAP et ensuite le développement d'une application va nous permettre simplement de gérer ce mécanisme d'offline. Concrètement, ça se passe comment? On va avoir sur le terminal mobile une base embarquée d'informations qui va nous permettre de stocker localement des informations. Et quand le réseau est disponible ou à l'action de l'utilisateur sur une synchronisation, on va pouvoir descendre des informations ou remonter des informations et faire des mises à jour du système de cette façon. C'est vrai que c'est un mécanisme relativement simple pour mettre en place le offline. Et que je rappelle toujours sur cette partie offline, aujourd'hui, la limitation, elle n'est pas technique. On sait faire du offline, on sait gérer du volume, mais il ne faut pas sous-estimer les règles métiers quand on a cette gestion du offline. Quand à un moment donné, il faut synchroniser, consolider des informations, il y a des décisions à prendre. Quelle est l'information que je souhaite conserver? Chaque application, chaque donnée a eu sa vie en mode offline. Du coup, quand on reconsolide, qui a raison? Et du coup, il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là. Par contre, sur la partie technique, aujourd'hui, on n'a pas de difficulté sur la partie offline. De la même façon, le point d'attention, ça va être sur le volume de données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite technique à descendre un volume de données important. Encore faut-il être prêt à patienter que la requête dans SAP ait lieu. Dit autrement, s'il faut 10 minutes pour que la requête dans SAP elle sorte pour sortir, je sais pas, les 100 000 équipements avec l'ensemble des historiques, des changements, des photos, eh ben, il n'y a pas de magie. S'il faut 10 minutes pour extraire les données des SAP, on ne pourra pas les avoir au bout de 30 secondes. Donc il y a un travail à faire dans ce sens pour optimiser la performance des applications. Et c'est le choix qui a été fait là de dire on va pas descendre l'ensemble des informations de tout le groupe, de tous les sites, de tous les équipements. L'opérateur sait sur quel site il intervient, il sélectionne en amont son site et on va lui downloader uniquement les informations pertinentes pour son contexte, pour son usage, et on va pas d'une part perdre du temps à descendre d'autres informations et d'autre part le polluer avec des informations dont il n'a pas nécessairement besoin. Oui, c'est en effet un élément déterminant et qu'on a finalement assez peu détaillé. Nous avons beaucoup travaillé sur la notion d'expérience utilisateur et le fait que les écrans soient relativement épurés. Vous l'avez vu, il y a 4-5 tuiles à chaque fois au grand maximum. Et également que les temps de chargement, les temps de transition entre les écrans soient réduits. Donc c'est vrai que le choix des transactions qui sont jouées en arrière-plan pour descendre les données et ensuite les renvoyer a évidemment un impact sur la rapidité, Donc Philippe vous a donné tout à l'heure un ordre de grandeur sur les temps de transfert. On parlait de mémoire de 30 secondes pour 50 000 produits. Philippe, je parle sous ton 50 000 contrôle. informations. Oui, en fait, on a pour récupérer les 50 000 informations pour 1000 produits, on met à peu près 30 secondes. Donc c'est extrêmement rapide. Mais justement, sur la taille de notre base de données, oui, pardon, une question d'Hervé Couteau concernant la taille de la base SAP. Alors c'est une question qu'il faudrait poser à nos équipes infrastructure. On est, je crois, l'ordre de grandeur, c'est une dizaine de téras, je crois. On vous rassure, on ne descend pas la dizaine de téras sur le terminal mobile. Hein. Il aurait du mal à l'accepter. Hein.
Non. Non. Alors, et pourtant, on aide les fabricants de smartphones à produire des chips et des mémoires de plus en plus performants et capacitifs. Mais non, 10 Tera sur un smartphone, on ne sait pas encore faire. Il faudra un gros sac à dos pour accompagner le smartphone. Oui, non, parce que je rebondissais sur la partie X, comme effectivement vous avez mentionné l'Europe et l'Asie, je me demandais s'il y avait eu des ateliers ou un processus particulier vraiment sur la partie expérience utilisateur et interface pour arriver à quelque chose d'épuré, comme vous dites, et qui convienne un peu à tout le monde. S'il y a une réflexion particulière à ce niveau-là. Ouais, on a eu un moment clé dans le projet il y a un an et demi de ça à peu près. On avait déjà quelques écrans, quelques wireframes et les idées assez claires sur ce qu'on voulait proposer. Et on a eu l'opportunité d'un meeting avec l'ensemble des patrons de filiales qui se déroulait dans la région. Et on a donc pu leur proposer la solution et avoir leur feedback sur les écrans, sur les fonctionnalités qui étaient proposées. Et on a pu, juste après, dans la semaine qui a suivi, travailler avec certains ingénieurs terrain qui étaient en déplacement sur notre site d'Annecy, en Haute-Savoie, donc qui venaient de la planète entière. Hein. On avait des gens d'Austin, au Texas, on avait des gens de la Malaisie, on avait voilà, des gens d'horizons divers qu'on a pu réunir en atelier de travail pour discuter du contenu des écrans et du design. Une nouvelle question d'Hervé concernant la base de données. Je vois que Philippe, tu viens de répondre. Oui. Donc aujourd'hui, c'est un SAP ECC6 sur Oracle. Bon, merci en tout cas pour les questions, en particulier Monsieur Couteau qui a posé plein de questions, ça fait plaisir. Pour les autres qui auraient des questions mais qui seraient plus timides, n'hésitez pas à revenir vers nous, alors que ce soit directement vers Philippe ou Pierrick ou Sébastien si vous avez des questions sur la partie Inverture, ce que peut faire Inverture et sur la partie Neptune. Et moi-même, si vous avez des questions sur la partie un peu plus technique, pour le contexte Pfeiffer ou au-delà. Alors, ce que je vous invite à faire en quittant la session, c'est d'aller dans l'espace partenaire, rechercher Neptune Software et sur la page Neptune Software, bien cliquer sur demande de contact. Ça nous permettra de vous envoyer à la fois la présentation, l'enregistrement, les vidéos, etc. Voilà, si vous souhaitez obtenir les informations qu'on vient d'évoquer aujourd'hui. Voilà, alors, je ne sais pas si vous avez un mot pour conclure, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut Le mot de la s'arrêter là. fin à Philippe et Pierrick. Tout à fait. Non, c'est une très belle expérience, personnellement. Très enrichissante et internationale. Donc, c'est un très beau projet. Et une belle collaboration avec HRC. C'est effectivement un beau projet qui occupe nos esprits depuis bien longtemps, qui est en train de devenir un beau succès et surtout qui a une dimension commerciale. Donc ça permet aussi de franchir un petit peu les habituelles limites qu'on met à l'IT et aux projets qui sont portés par l'IT. C'est maintenant devenu un projet à vocation commerciale et c'est donc une belle réussite interne qui mobilise différents services en transverse pour aboutir à une meilleure performance de nos experts sur le terrain et bien évidemment la satisfaction de nos clients. Parfait. Dans tous les cas, nous aurons tenu le timing. Merci à tous pour cette belle présentation très claire, très concise et très concrète avec belle vidéo. Je pense que ça permet à tout le monde de bien se projeter. C'est parfait. Merci à tous. Merci Bon à après-midi. tous. Très bonne Merci beaucoup. journée. Bon après-midi. Merci. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.